Tu n'y penses pas forcément tous les jours, mais chaque bâtiment dans lequel tu as déjà mis les pieds appartient à quelqu'un et ça le rend riche. L'immobilier a créé plus de millionnaires que n'importe quelle autre classe d'actifs dans l'histoire. Et le plus fort, c'est que tu n'as même pas besoin d'être millionnaire pour te lancer. Des gens ordinaires qui louent un studio aux ultra riches qui achètent des quartiers entiers. Aujourd'hui, nous allons décortiquer les vraies façons avec lesquelles les vraies personnes utilisent l'immobilier pour devenir très riches. Si tu te dis l'immobilier n'est plus rentable dans le contexte actuel, c'est justement que tu as besoin de regarder cette vidéo. L'immobilier peut rendre riche à n'importe quelle période, il faut juste connaître les méthodes. Et tu vas voir que c'est beaucoup plus varié que ce que tu pensais. On va faire cela au travers d'un parcours que tu pourrais avoir, mais qui va t'expliquer comment l'immobilier devient une force dans ton patrimoine dans la vie réelle. Et tout le monde peut le faire. Mais avant de commencer, pense à t'abonner à ma modeste chaîne pour la soutenir. J'y parle de finances, patrimoine, immobilier et Airbnb. Je partage mes 20 ans d'expérience au travers de vidéos simples, concrètes et utiles. Allez, on passe aux choses sérieuses. Niveau 1, optimiser ton chez-toi. On va découper ça en niveaux, si tu veux bien. On va commencer simple parce que devenir riche grâce à l'immobilier ne veut pas forcément dire posséder des gratte-ciel ou rénover des villas qui valent des millions. Non, en fait, le premier pas ressemble souvent presque à un accident. Au niveau 1, tu es malin. Imagine que tu vis dans un appartement avec 2 chambres. Tu partages ton loyer avec un colocataire. La vie est correcte, les factures sont gérables. Mais un jour, ton colocataire décide de partir et ton propriétaire a besoin de quelqu'un d'autre pour remplir la chambre. Bien sûr, tu pourrais le laisser gérer ça. Mais au lieu de ça, tu lui dis « Ne t'inquiète pas, je paierai 100% du loyer et je m'occuperai de trouver quelqu'un d'autre. » Alors tu publies une annonce, tu rencontres quelques personnes et tu trouves un nouveau colocataire. Mais au lieu de partager le loyer 50-50, tu ajoutes un petit surplus, genre 100 ou 200 euros de plus par mois. Et en ce moment, au vu de la pénurie de location et de la tension locative presque partout, ça n'est pas très compliqué. Ça s'appelle la sous-location et ça peut marcher. Mais maintenant que tu as fait un petit pécule, tu te dis « Attends une minute, et si j'étais propriétaire de cet endroit ?» Au bout d'un certain temps, tu te rends compte que tu commences à avoir les moyens de mettre un apport sur un appartement. Tu vis dans une partie et tu loues l'autre, ce qui couvre une bonne partie, voire la totalité de ton crédit immobilier. En gros, tu vis presque gratuitement. Il faut certes accepter de vivre à proximité de tes locataires, mais pour débuter, ça marche et c'est ce qui compte. Tu peux aussi combiner cela avec du Airbnb en louant une chambre ou ton bien immobilier une partie de l'année à des touristes de passage. Ça permet de booster le revenu ou payer tes vacances. C'est ce que l'on pourrait appeler optimiser son chez-soi, l'une des stratégies les plus accessibles en immobilier car ça ne coûte pas grand-chose. Il faut juste être un peu futé et oser. Mais le meilleur, c'est que chaque mois, non seulement tu réduis, voire tu annules le coût de ton logement, mais tu construis du capital. Cet argent augmente directement ton patrimoine net. Voilà comment le jeu immobilier commence. Niveau 2, devenir propriétaire bailleur. Une fois que ta maison cesse d'être ta plus grosse dépense et devient ton premier investissement, tout change. Imagine tu déménages car tu veux plus de soleil, mais au lieu de vendre l'appartement, tu loues désormais les 2 parties à des locataires. Tu as 2 locataires qui t'envoient de l'argent chaque mois. Ce n'est pas exactement du revenu passif, c'est vrai, mais rappelle-toi, aucun revenu n'est vraiment passif, ou tout du moins il a demandé du travail avant d'être passif. En immobilier, parfois, il faut repeindre un mur, changer un ballon d'eau chaude ou réparer un robinet qui fuit. Mais les loyers tombent chaque mois et la plupart du temps, tu n'y penses même pas. Tu te réveilles, tu regardes ton téléphone et tu vois 2 virements. Félicitations mon ami, tu viens de gagner de l'argent en dormant. Tu es officiellement un vrai bailleur maintenant. Et c'est là que beaucoup tombent amoureux de l'immobilier. Ce n'est pas totalement sans effort. Il faut collecter les loyers, répondre aux problèmes, gérer parfois un retard de paiement. Mais l'argent est constant. Ce n'est plus seulement toi qui travailles, c'est ton bien immobilier qui travaille pour toi. Niveau 3, Airbnb. Arrivé là, tu as une location dans une ville sympa, rien de luxueux mais propre, cosy, dans un quartier sûr et agréable. Tu la loues depuis quelques années maintenant, tes locataires décident de partir et tu te poses des questions. Le bien vaut plus cher désormais car tu as pris soin de l'acheter à un prix en dessous du marché à l'époque et qu'il se trouve en centre-ville, un quartier très prisé et qui ne risque pas de décoter. Mais est-ce qu'il faut vendre ? Tu te dis, j'ai vu la vidéo de Bassel, acheter, emprunter, mourir, sur le fait de ne jamais rien vendre si tu veux faire partie des ultra riches. C'est à ce moment-là que tu remarques quelque chose en creusant la question. La maison en bas de la rue est toujours pleine de voyageurs et de nomades digitaux.
Tu creuses un peu et tu découvres que c'est un Airbnb qui rapporte 3 fois plus que toi par mois. Je te conseille d'aller jeter un œil à ma vidéo qui explique le cash flow d'un Airbnb comparé à une location traditionnelle. Le propriétaire est un expert en location saisonnière et maintenant tu te dis que pourquoi tu ne pourrais pas faire la même chose. Tu réaménages le logement pour en faire un cocon de repos pour les personnes de passage. Tu fais de belles photos, tu installes une serrure connectée, tu le mets en ligne. Soudain, tes week-ends sont réservés des mois à l'avance et les gens payent bien plus par nuit que ce que tu touchais avec un locataire longue durée. Certes, il faut trouver quelqu'un pour le ménage, mais tu as été malin et tu as activé un cohort intelligence artificielle qui répond à tes voyageurs même à 6h du matin. Je te mets le lien si ça t'intéresse. Tu as fait cela parce que ton but c'est de générer du revenu passif même avec un Airbnb. Tu constates que l'argent vaut la peine d'avoir un peu plus de gestion que la location à l'année classique. C'est le jeu des locations courte durée. On n'a rien sans rien. Niveau 4, tu répètes. Maintenant, tu commences à te demander comment en avoir plus. La réponse, utiliser le levier du crédit bancaire pour recommencer d'autres opérations du même style. Tu commences à avoir la confiance, tu connais certains marchés pour avoir pratiqué. Le but est d'acheter, rénover, louer, refinancer et répéter. Tu repères une maison délabrée dans un bon quartier, tu fais une offre en dessous du prix du marché qui est acceptée. En ce moment où les prix baissent ou stagnent, le rapport de force est du côté de l'acheteur. Pour ce faire, tu vas voir la banque, soit tu as encore la capacité à emprunter, la fameuse règle des 33% d'endettement maximum, et dans ce cas super. Mais si tu as atteint cette limite, il te reste une autre option qui est de souscrire à un crédit hypothécaire. Tu hypothèques ton premier appartement pour obtenir, disons, 60% de sa valeur en cash pour acheter cette maison. Tu as également une autre option, c'est d'avoir tes biens dans une SCI. Il faudra faire ça assez tôt pour prouver à la banque que l'immobilier, tu sais faire. Tu génères du cash, ton bilan est bénéficiaire. Là, tu t'affranchis de la limite des 33% car tu fais un crédit d'entreprise. Une fois le financement obtenu, tu rénoves la maison sans extravagance, tu la rends habitable et attractive. Tu la loues et grâce aux travaux et au loyer, elle vaut désormais beaucoup plus. C'est l'une des façons les plus rapides de construire un patrimoine immobilier. Tu n'attends pas des années d'épargne, tu utilises directement la valeur créée pour financer ton prochain achat. Niveau 5, l'immobilier commercial. Au bout d'un certain temps et d'expérience, tu te lasses des problèmes résidentiels. Loyer en retard, robinet cassé, locataire agaçant. Tu rencontres quelqu'un dans l'immobilier commercial. Eux ne louent pas à des particuliers mais à des entreprises. Les locataires signent des baux de 3, 6 ou 9 ans avec augmentation automatique. La plupart du temps, ce sont eux, pas le propriétaire, qui payent les travaux, la taxe foncière, l'assurance et même l'entretien. Au final, les marges sont plus élevées et les revenus sont plus prévisibles avec moins de gestion. Tu achètes un petit immeuble de bureau, un entrepôt, un local commercial avec 3 lots par exemple. Les loyers sont plus élevés, les baux plus longs et les locataires prennent soin du lieu car c'est leur business. Bravo, tu as encore passé un cap et tu as trouvé comment faire plus de rendement avec l'immobilier. Niveau 6, l'investisseur spécialisé. Évidemment, tu t'ennuies maintenant et tu te mets à explorer des niches. Terrain, parking, self-stockage, panneaux publicitaires, camping, laverie. Ce n'est pas glamour, mais c'est simple, prévisible et souvent très rentable. Exemple, les modules de stockage et autres garde-meubles. Les gens paient pour y stocker leurs affaires car ils n'ont plus de place chez eux ou doivent déménager. Si tu t'y prends bien, tu peux tout automatiser avec des espaces pour mettre sa voiture devant chaque box et pouvoir charger, décharger ses affaires. Peu d'entretien, pas de toilette, facile à automatiser et un rendement moyen de plus de 16% par an ces 25 dernières années. Et les terrains par exemple, calme, stable, indispensable, c'est un actif limité et de plus en plus prisé. Bref, tu as compris, l'immobilier regorge de niches intéressantes à tester. Niveau 7, devenir un mania de l'immobilier. À un moment, tu ne peux plus acheter seul. Tu n'as plus assez de cash ni même de capacité d'emprunt. C'est là que tu passes au niveau des manias. Tu lèves de l'argent auprès d'investisseurs pour acheter des immeubles, voire des centres commerciaux entiers. Tu trouves le deal, tu négocies, tu structures, tu gères ou même tu revends en achat-revente pour faire des plus-values rapides. Les investisseurs, eux, mettent l'argent et touchent les rendements ou une part de la vente. Tu construis ton patrimoine ou tu génères du cash pour d'autres opérations et tu touches des plus-values sans avancer tout le capital. Niveau 8, le promoteur. Tu réalises qu'après toutes ces années à chercher le bien parfait, il n'existe pas. Alors tu le construis, tu deviens promoteur immobilier. Tu achètes un terrain dans une zone qui va exploser grâce à une autoroute ou une entreprise qui s'installe. Avec un bon timing, tu peux multiplier ton investissement par 10. Là, tu rentres dans le jeu des Bouygues et autres Vinci immobiliers. Certes, c'est plus dur en ce moment, mais rappelle-toi ici, je te donne le parcours de celui qui veut progresser avec l'immobilier. Il faudra bien sûr faire les choix en fonction du contexte.
Rappelle-toi que l'immobilier c'est vivant, ça évolue avec le temps et tu dois adapter tes choix et l'exploitation de ton parc en fonction du contexte économique, fiscal et de tes objectifs de vie personnelle aussi. En tout cas, construire a bâti les plus grandes fortunes. Ne pas acheter l'existant, mais créer ce que le marché attend plutôt. Niveau 9, l'investisseur institutionnel. Au sommet de la pyramide, tu deviens trop gros pour échouer. Comme BlackRock, tu achètes des milliers de maisons d'un coup, parfois des quartiers entiers, avant même qu'ils arrivent sur le marché. C'est en partie pour ça qu'acheter une maison semble impossible aujourd'hui. Pour les gens, c'est une pénurie. Pour eux, c'est une stratégie. Et si le marché s'effondre, c'est pas grave, l'État les renflouera, car leur chute mettrait en danger tout le système. Ils n'ont donc aucun risque réel. À ce niveau, l'immobilier n'est plus une question de cash flow, c'est une question de pouvoir. Voilà pour cette petite histoire de vie immobilière. J'espère que ça t'aura un peu plus ouvert les yeux sur le parcours que cela représente et qu'on ne devient pas expert ou rentier immobilier du jour au lendemain. Tu dois être prêt à te lancer, apprendre et progresser avec l'expérience. Et le but n'est pas d'atteindre le niveau 9 bien sûr, la plupart des gens s'enrichiront plus qu'il n'en faut au niveau 4. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.